refait le Cameroun. On refait le Cameroun. Ce mardi 30 juillet 2019, Madame, Messieurs, on refait le Cameroun avec le professeur Franklin Nyamsi. Il est, comme vous le savez, aujourd'hui accusé d'être le meneur de toutes les actions qui sont actuellement menées dans la diaspora camerounaise. Bonjour, professeur. Bonjour, cher monsieur, et bonjour aux auditeurs de votre radio. Bonjour au peuple camerounais. Alors, vous êtes Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Cameroun avec K, fils de Cameroun Nyamsi et de Naomi Ngo Basson, issu du Nkam et de la Salaga maritime, marié à une Ivoirienne depuis 1999 et père de 3 enfants. Docteur en philosophie de 4 désormais. Ah, ok, il faut actualiser. Docteur en philosophie de l'université Charles de Gaulle de Lille 3 et professeur agrégé de philosophie en France depuis 2003. Auteur d'une douzaine d'ouvrages philosophiques, littéraires et politiques, dont notamment Critique de la tragédie camerounaise en 2014, paru chez l'Harmattan Paris, président de 2 associations, le collectif diasporique camerounais, mobilisé pour la renaissance, dites-vous, de la double nationalité au Cameroun, l'instauration de l'état de droit et la promotion de l'investissement de la diaspora camerounaise en Afrique, mais également l'association internationale des amis de Guillaume Soro pour accompagner le destin national et continental du leader politique Guillaume Soro. Est-ce que c'est une présentation qui vous va, professeur? C'est une présentation qui recoupe l'essentiel. En tout cas, je suis un citoyen de ce monde engagé pour la promotion de l'état de droit, de la démocratie et d'un vivre ensemble véritable des citoyens et des peuples. Alors, les Camerounais ont de vous l'image d'un homme qui s'est longtemps battu aux côtés de Guillaume Soro. On vous a même souvent confondu à un Ivoirien. Mais depuis quelques mois, on vous sent très actif dans les choses, pour parler trivialement, du Cameroun. Pourquoi? Oui. Allô? Oui, on vous écoute, professeur. Il me semble qu'en effet, ceux des Camerounais qui ont la mémoire longue se souviendront que je suis un fils natif du Cameroun, que j'y ai mené toutes mes études primaires, secondaires et même le premier cycle de mes études universitaires, que j'ai écrit à présent sur le Cameroun 3 livres, dont un livre d'analyse politique critique de la tragédie camerounaise, publié en 2014 comme vous l'avez rappelé, un livre de poésie et un recueil d'articles de presse dont les tout premiers datent de 1913, quand j'étais rédacteur dans le cadre du quotidien L'Impact Tribune, dirigé par Dieudonné Lezeux, avec mes amis Boniface Pem et le professeur Blaise Pascal Touoyen. Il y a très longtemps que je suis passionné par la liberté et la démocratie dans mon pays natal, le Cameroun. Pour beaucoup de Camerounais, les réseaux sociaux me révèlent maintenant, mais pour ceux qui me connaissent, à 47 ans bien remplis, il y a au moins dans cette vie-là 28 ans qui ont été en partie consacrés à me battre pour l'avènement d'un véritable régime de liberté, de prospérité et de fraternité humaine, non pas simplement au Cameroun, mais en Côte d'Ivoire, mon premier pays adoptif, en France et tout simplement dans le monde. Donc, en réalité, je suis présent comme analyste, comme citoyen, comme intellectuel engagé dans les questions camerounaises bien longtemps avant que certains, aujourd'hui, ne m'aient découvert. Alors, professeur Franklin Nyamsi, êtes-vous le fondateur de la BAS? Je réponds formellement. Je ne suis pas le fondateur de la brigade anti-sardinard. Par contre, je rappelle qu'avec de nombreux intellectuels camerounais, il y a maintenant près d'une dizaine d'années, nous avions déjà conçu les comités d'action pour le changement, les CAC, avec le citoyen Yves Beng, avec le doyen Ngon Aguifé et même avec un certain nombre de cadres de la tradition issus de l'Union des populations du Cameroun, nous avons plusieurs fois dans l'histoire proposé une formule de changement politique,
l'implication la plus large du peuple camerounais dans son devenir afin d'échapper à deux destins parallèles qui pourraient lui être vraiment absolument nuisibles. Premièrement, échapper à l'hypothèse d'un coup d'État qui nous amènerait au Cameroun à passer d'une dictature militaro-civile à une dictature strictement militaire. Deuxième hypothèse, échapper au risque d'une invasion de bandes armées extérieures qui ferait du Cameroun un pays en coupe réglée, en proie à une haïtisation, pour ne pas dire à une congolisation, en tout cas à un dépaissement absolument atroce. Nous avons, de très longue date, toujours œuvré pour inviter le peuple camerounais à prendre conscience que c'est lui qui a le pouvoir et que c'est lui qui peut reprendre tous ses pouvoirs par une mobilisation citoyenne exceptionnelle sur la totalité du territoire national à travers ce qu'on peut appeler aujourd'hui les brigades anti-sardinards, mais que nous avons appelé il y a 10 ans, il y a 15 ans, les comités d'action pour le changement ou les foyers de la révolution citoyenne, qu'on retrouve tous ces termes-là dans l'histoire de notre littérature politique. Il y a longtemps que nous savons que pour que le Cameroun change, il faut que les Camerounais se rendent compte qu'ils ont le pouvoir et qu'ils constituent un rapport de force de 100 civils contre un homme armé de la milice tribalo-fasciste de M. Biya, et le pouvoir Biya s'effondre en une journée et les Camerounais obtiennent véritablement cette transition vers un régime démocratique, un régime consensuel qu'ils auraient élaboré, moi je l'affirme aussi très fort, sous la direction du Camerounais le plus légitime aujourd'hui pour diriger le Cameroun, à savoir le président Maurice Kamto, aujourd'hui embastillé, mais pourtant le seul Camerounais à avoir prouvé qu'une majorité de Camerounais lui avait confié le destin de notre nation. Alors, professeur, on va éviter des propos déplacés vis-à-vis du chef de l'État. Nous sommes une radio normale. On ne voudrait pas être responsable des propos de milices. On va utiliser les termes civilisés. Vous savez que le discours des réseaux sociaux sont différents des discours des médias traditionnels. Ça, vous le savez. J'ai bien envie de vous dire, je sais qu'au Cameroun, il n'y a pas que les citoyens qui sont braqués. Les radios comme la vôtre sont aussi obligées, en réalité, de brider, de s'auto-censurer pour exister. Je veux bien vous aider de ce point de vue à continuer de fonctionner après m'avoir interviewé. Mais je n'accepterai jamais que M. Paul Biya soit celui qui dicte le ton à tous les Camerounais. C'est la loi dans un pays civilisé qui dicte le ton. Ce ne sont pas les individus. Voilà. Eh bien, j'insiste pour dire que le Cameroun est un pays dans lequel une milice logée dans le bataillon d'intervention... Je vous en prie, professeur, pour qu'on ait cet échange de manière cordiale, je vous assure, c'est l'armée camerounaise, c'est une institution, on ne doit pas, s'attaquer à elle en ces termes. L'armée on va l'appeler comme ça. Non. Soi-disant donc armée camerounaise non, professeur. Sur des femmes avec des bébés au dos. Non, c'est pas tout. Soi-disant. Mais ça, c'est des faits, monsieur. Non, mais sauf que ce sont des éléments qui ont été... Non, professeur, ce sont des éléments qui ont été mis, qui sont actuellement sous le coup d'une procédure judiciaire. Donc, on ne peut pas jeter l'amalgame sur toute une institution. Ceux qui ont assassiné mes compatriotes au Cameroun anglophone sont-ils sous procédure judiciaire, cher monsieur? Ceux qui ont assassiné les Camerounais anglophones sont-ils sous procédure judiciaire? Ceux qui ont tabassé Mancho Bibixi, ceux qui ont tabassé Mamadou Mota, sont-ils sous procédure judiciaire, cher monsieur? Pourquoi voulez-vous absolument brider la colère légitime du peuple camerounais par la peur de s'exprimer librement? Pourquoi faut-il absolument ne pas se mettre du côté des victimes et toujours, quelque part, tenter de s'arranger pour appuyer les coupables d'abus honorables? Eh bien, en ma fonction, en ma qualité d'intellectuel et résistant, je ne me sens pas l'obligation de flatter M. Biya, d'autant plus que ce n'est pas lui qui me nourrit. Je suis professeur agrégé de l'université française, docteur de l'université française. Je me suis débrouillé pour gagner mon pain sans avoir besoin des nominations ou des génuflexions envers le système politique camerounais. Encore moins envers quelque système politique que ce soit au monde. Mais donc, sauf que professeur, vous n'êtes pas habitué à avoir des clients comme moi. Sauf que professeur, vous avez affaire à un homme libre, monsieur. Tout à fait, mais sauf que professeur, vous le dites, étant assis dans un fauteuil chaud en France. Vous n'êtes pas au Cameroun. Ceux qui ont fait comme vous, J'étais au Cameroun en dernière date
au mois d'avril 2018. Et j'avais déjà écrit tous mes livres sur le Cameroun. Et j'avais déjà écrit la cinquantaine d'articles de référence que j'ai déjà écrits et publiés à travers le monde sur le Cameroun. Oui. Je reviens au Cameroun chaque année, cher monsieur. Mais professeur, vous avez un passeport français. Vous avez un passeport français qui vous couvre. Ça, vous le savez aussi. Le passeport français n'a jamais couvert personne. Thierry Michel à Tangana a fait en prison combien d'années alors qu'il était français? Combien de citoyens français ont croupi dans les cellules du régime camerounais? Il y en a encore aujourd'hui plusieurs. Le passeport français n'est pas une sécurité. Ce n'est pas parce qu'il aurait eu un passeport français que Mongo Betty n'a pas été victime, n'est-ce pas, de violation de sa liberté d'expression au Cameroun, de sa liberté de manifestation. Quand il s'est mobilisé pour aider à la libération du citoyen Titi Fezoa, qui a finalement été emprisonné pendant 17 ans, vous souvenez-vous pas que la soldatesque au Cameroun ait brutalisé Mongo Betty en plein Yaoundé? Donc, arrêtons de penser que nous qui sommes dans la diaspora, nous ne prenons aucun risque pour notre pays natal, et que vous qui êtes sur place à Douala, à Yaoundé, vous êtes les seuls à risquer votre peau. Savez-vous le nombre d'espions qui se promènent ici dans la diaspora pour régler des comptes à ceux des Camerounais qui, comme moi, sont solidaires des souffrances de leur peuple? Attention à ce que vous dites. Où a été kidnappé le capitaine Guérandi Mbara? Pensez-vous qu'on est allé le chercher au Cameroun? On est venu le chercher à l'étranger et aujourd'hui il a disparu et plus personne ne parle de lui alors qu'on sait très bien qu'il a été assassiné par les services secrets camerounais. Cela a été documenté par Jeune Afrique, vos confrères. Même RFI a fait un reportage établissant que le citoyen Guérandi Mbara, membre de la diaspora camerounaise, a été enlevé par les services secrets camerounais et exécuté. Donc voilà des faits qui devraient vous amener à ne pas avoir la prétention de croire que parce que vous êtes à Douala, vous prenez plus de risques que moi, qui suis maintenant à Rouen, en train de vous répondre non, chacun d'entre nous a sa part de risque. Et sachez que nous sommes infestés ici dans la diaspora par des agents des renseignements généraux camerounais chargés de nous atteindre de toutes les manières possibles. Nous risquons en permanence, en réalité, notre liberté et notre vie en nous opposant à un régime qui a cessé, depuis pratiquement sa naissance, de se soucier du peuple camerounais et qui ne se soucie que de la conservation indéfinie du pouvoir pour lui et pour son oligarchie. Donc, moi je parle en me plaçant du point de vue des victimes. D'accord. Cher monsieur, et c'est peut-être cela qui fait la différence entre beaucoup de ceux qui interviennent sur votre chaîne et moi-même. Et j'insiste pour dire que monsieur Messanga Nyamdi, un professeur de l'université camerounaise, qui s'était rendu dans l'une des émissions de votre chaîne, je pense que c'était une émission télévisée, pour prétendre qu'il aurait discuté avec moi des brigades anti-sardinards ici en Europe, monsieur Messanga Nyamding a menti. Je n'ai jamais été en relation ni téléphonique, ni en relation électronique, ni en relation épistolaire, ni en relation physique de toute ma vie avec monsieur Messanga Nyamding, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Par contre, qu'un tel homme vienne devant votre chaîne de télévision, sur votre chaîne de radio, prétendre avoir discuté avec moi de ses compatriotes spontanés, engagés à travers le monde pour l'émancipation démocratique du Cameroun, mais c'est le summum vraiment de la mythomanie. Donc, je tiens ici à démentir la thèse selon laquelle je serai le fondateur des brigades anti-sardinards. Je tiens aussi ici à dire que je comprends et je trouve légitime la résistance des brigades anti-sardinards. Pourquoi? Parce que ces brigades ne font que réagir à une violence agressive fondamentale, celle du régime qui dirige actuellement le Cameroun. Alors, en tant qu'intellectuel citoyen, je comprends que des citoyens écrasés, brimés, spoliés, s'organisent à l'extérieur comme à l'intérieur pour mettre fin au régime qui les traumatise. Alors, professeur, ça me paraît logique. Sauf que est-ce qu'on doit répondre à la violence par la violence? On voit très bien que c'est une image du Cameroun qui est donnée à l'étranger avec des ambassades saccagées. Vous savez qu'actuellement, il y a une procédure au Cameroun qui vise des hommes politiques sur ces actes perpétrés dans nos ambassades à l'étranger. Est-ce que c'est une façon légitime, justement, de répondre à la violence par la violence? Ma réponse est la suivante. Il y a un concept qui vous manque dans la question que vous me posez, c'est le concept de légitime défense.
Si vous venez chez moi ce matin avec un pilon, avec une arme, qu'elle soit à feu ou alors une arme blanche, et que vous tentiez d'user de cette arme blanche ou de cette arme à feu pour me blesser ou pour me tuer, le droit camerounais et le droit international me reconnaissent eh bien la légitimité de me défendre. Ne confondez pas la violence en légitime défense avec la violence agressive du système, du régime, qui est la violence originelle, qui est la violation des libertés fondamentales que la Constitution du 18 janvier 1996 reconnaît pourtant aux Camerounais. Les Camerounais ont le droit de manifester. Les Camerounais ont le droit de se réunir. Les Camerounais ont le droit de s'exprimer. Les Camerounais ont le droit de croire et d'appartenir à l'obédience politique, à l'idéologie politique de leur choix. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Constitution. Dans la pratique, le régime de M. Biya prive sur toute l'étendue du territoire national, depuis bientôt 40 ans, les Camerounais des libertés pourtant proclamées dans les constitutions successives du Cameroun. Quand vous êtes privé de liberté, que la Constitution vous reconnaît, cher monsieur, que vous reste-t-il? À vous coaliser pour revendiquer et récupérer vos libertés. Le président Maurice Kamto et près d'une centaine de dirigeants de la résistance de l'opposition camerounaise sont aujourd'hui en prison. Pourquoi? Non pas pour avoir pris des armes, non pas pour avoir cassé, non pas pour avoir brûlé, mais simplement pour avoir exercé un droit élémentaire. Je connais 150 pays du monde. Le Cameroun est l'un des rares pays de la Terre où le simple fait de marcher avec une plaque marquant une revendication dans la rue est considéré exceptionnellement par le pouvoir, au mépris de la loi, comme étant un crime. Donc comment voulez-vous, dans ces conditions, que les citoyens ne se constituent pas en unité de résistance citoyenne qui peuvent s'appeler comité d'action pour le changement, comme nous le pensions il y a plus de 10 ans, ou aujourd'hui brigade anti-sardinard, ou comme d'autres l'ont pensé avant, foyer de la révolution démocratique. Comment voulez-vous qu'un peuple écrasé de cette façon ne s'organise pas pour récupérer ne serait-ce que 50% des libertés que la Constitution lui promet? Donc j'insiste pour dire que dans l'analyse de la violence qui aujourd'hui lie le régime de M. Paul Biya avec la société camerounaise, il faut toujours commencer par voir là où on a glissé, là où on a glissé pour mieux comprendre là où on est tombé. Or, on a tendance, bien sûr, à diaboliser les citoyens résistants des brigades anti-sardinards en ignorant que la violence à laquelle le peuple camerounais fait face est 1000 fois plus grave que celle de ses résistants. Oui, c'est triste de voir que certaines représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger sont le lieu d'échauffourée entre les Camerounais. Mais je veux vous dire que tout ce qui s'est passé dans les ambassades du Cameroun à l'étranger ne vaut pas les exécutions sommaires de civils dans le nord du Cameroun sous couvert de la lutte contre Boko Haram. Cela ne vaut pas le massacre d'une partie de nos populations, de nos frères et sœurs dans le Cameroun anglophone. Cela ne vaut pas la privation de liberté que subit le président élu Maurice Kamto. Aujourd'hui, ses conseillers Christian Penda Ekoka, Albert Zonga, l'artiste Valzero, Maître Michel Ndoki, mon ami Njamen, qui d'ailleurs s'est pris des balles d'abord à Douala avant d'être emprisonné. Tous ces gens-là n'ont pas leur place en prison. Et comment voulez-vous que notre société dorme tranquille quand des innocents sont sacrifiés? Mamadou Mota se voit fracturer un bras, blessé à la tête, jeté au cachot, privé de nourriture. Aujourd'hui, on ne sait pas si Mancho Bibixi est vivant. Comment voulez-vous, cher monsieur, comment voulez-vous, chers amis de Radio Equinox, peuple du Cameroun qui m'écoutez, comment pouvons-nous dormir tranquilles pendant que des innocents souffrent en notre nom? C'est ça le problème. Alors, sauf que, professeur, il y a une critique qui est faite parfois à cette diaspora, dont vous êtes l'une des figures de proue, qu'elle devrait davantage travailler sur le plan financier à contribuer au développement du Cameroun que de se manifester par des actions de voyous, comme on le voit à l'étranger. Je suis tout à fait d'accord que quand il faut parler de la diaspora, vous ne vous gênez pas pour utiliser des termes que vous m'interdisez d'utiliser quand il faut parler du pouvoir. Vous venez de traiter la diaspora de voyous. Mais si on traitait dans cette même émission le pouvoir de M. Biya de voyou, vous réagiriez.
épidermiquement, n'est-ce pas? Donc je vous fais remarquer que ne faites pas aux autres ce que vous ne vouliez pas qu'ils vous fassent. Je refuse que vous traitiez dans une chaîne de radio aussi importante que Radio Equinox la diaspora camerounaise de voyous. Les milliers de médecins et d'ingénieurs camerounais à travers le monde, les milliers de professeurs camerounais à travers le monde, les milliers de juristes camerounais à travers le monde, les milliers de grands sportifs camerounais à travers le monde vous écoutent, cher monsieur. Lorsque vous voulez enfermer toute la belle diversité de notre diaspora, pratiquement 4 millions d'individus dans le concept de voyou, c'est que vous vous laissez influencer par la vulgate du pouvoir. C'est vrai que la diaspora est majoritairement, mais alors là, opposée au régime de M. Biya. Là, il n'y a aucun doute. Si vous faites des sondages, vous allez vérifier que M. Biya, lorsque la double nationalité camerounaise serait reconnue, par exemple, ne pourrait gagner aucune élection dans la diaspora et qui que ce soit qui appartienne à sa famille politique. Regardons les chiffres, cher monsieur. Puisqu'il faut parler sérieusement de la diaspora, il faut regarder les chiffres. La diaspora fait rentrer au bas mot 500 milliards de francs CFA chaque année à l'intérieur du Cameroun, soit 1/5 du budget national camerounais qui tourne aujourd'hui autour de 5 000 milliards par an. Quand on représente en réalité la 5e force économique du pays, puisqu'on fait rentrer 1/5 des parts de l'économie du pays, on mérite du respect, cher monsieur. On mérite des encouragements et des félicitations. Tout le monde aime bien les MoneyGram, les Western Union, les Kia, les RIA de la diaspora. Tout le monde les adore, n'est-ce pas? Tout le monde aime bien avoir, que ce soit dans une famille, que ce soit dans un village, que ce soit même dans une génération. Tout le monde aime bien avoir des amis bien placés à l'étranger qui sont des relais pour faire du Cameroun un pays mondial. Oui, chers amis qui nous écoutez, si le Cameroun était bien organisé, le Cameroun serait déjà un pays mondial grâce à la formidable diaspora qu'il a. Le Cameroun serait utilisé comme Israël, serait utilisé comme toutes les grandes nations diasporiques. Ce potentiel humain, potentiel intellectuel, potentiel technologique, potentiel relationnel, potentiel en termes de lobbying. Rendez-vous compte, cher ami, j'étais au Canada il y a 2 semaines. J'étais en Alberta, une province de l'ouest du Canada. Savez-vous quelle est la communauté africaine la mieux insérée parmi les grands ingénieurs des grandes compagnies pétrochimiques, pétrostratégiques du nord-ouest du Canada? Ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui peuvent être des agents de développement formidables, de connexion formidables avec les grands investisseurs du Nord. Mais lorsque la diaspora revient au Cameroun pour mener des affaires, savez-vous le nombre de tracasseries administratives? Savez-vous l'impact de la corruption? Savez-vous l'impact du tribalisme? Savez-vous le nombre de violations de droits économiques élémentaires que subit cette diaspora? Rendez-vous compte que cette diaspora est confrontée à l'usage à tête chercheuse de la binationalité. Le régime Biya reconnaît à certains Camerounais le droit de jouir de la binationalité et à d'autres non. Rendez-vous compte que le code d'investissement ne nous permet pas de faire des affaires au Cameroun dans des conditions de compétitivité, de productivité, de fiabilité aussi importantes que celles que nous pouvons avoir dans les pays développés, uniquement parce qu'on n'a pas voulu avoir ce rapport positif à la diaspora et qu'on veut l'enfermer, comme vous l'avez fait tout à l'heure, j'imagine de manière inconsciente, dans le concept de voyou. Je suis professeur agrégé docteur de l'université, je ne suis pas un voyou, je suis un père de famille, j'élève 4 enfants de 20 ans à 3 mois. Et beaucoup de Camerounaises et de Camerounais de la diaspora sont dans ma condition. Ce sont des gens qui ne sont pas en réalité des souffreteux. On a voulu enfermer toute la diaspora dans la catégorie des sans-papiers. Mais même les sans-papiers camerounais de la diaspora, ne sont-ils pas ces débrouillards partis en raison de l'échec macroéconomique, l'échec collectif justement du système politico-économique camerounais pour se chercher à l'étranger et ainsi satisfaire leurs désirs d'humanité et aider leur famille? Je me désole de voir que mon frère, le ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo, s'amuse à être sur les réseaux sociaux, celui qui se moque de cette partie malheureuse de la diaspora camerounaise, qui est composée de débrouillards aller chercher leur vie parce que le pays ne leur a pas donné l'opportunité de se réaliser sur les plans essentiels de l'éducation,
de l'insertion dans l'emploi et même de la citoyenneté. On devrait, au contraire, avoir honte d'avoir une partie de sa diaspora condamnée à traverser le Sahara, à se jeter dans la Méditerranée pour entrer en Occident. On sait même que la population camerounaise est l'une des plus importantes à la barrière terrestre entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique pour tenter d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Ça, je l'ai expliqué au Sénat américain lors de la réception qui m'a été accordée par deux sénateurs importants, Schumer et Gillibrand, à savoir que si on n'aide pas le peuple camerounais à obtenir un système politique véritablement démocratique, un véritable état de droit, si on n'aide pas la diaspora camerounaise à pouvoir participer harmonieusement au développement du Cameroun, sans haine ni revanche, eh bien, le Cameroun va être un pourvoyeur en plus grand nombre de millions de migrants sauvages, pourvoyeur des voies du Sahara, de la Méditerranée, pourvoyeur du sud de l'Europe. Le Cameroun va être pourvoyeur de la barrière mexicano-américaine. Pourquoi? Parce que, eh bien, ubi bene, ubi patria, disent les latins, là où je suis bien, là où est ma patrie. La nature humaine est ainsi faite que si on n'a pas pu vivre heureux quelque part, ben on va à la recherche de ce lieu imaginaire, bien souvent d'ailleurs encore plus infernal que celui qu'on a quitté, pour tenter de réaliser son idéal de vie. Donc j'insiste, cher monsieur, sur la nécessité de dialectiser, de changer ce regard systématiquement méchant, méprisant, condescendant, arrogant que les autorités camerounaises actuelles ont envers la diaspora en général, un regard qui n'est pas un regard analytique, différencié, un regard raisonnable, et finalement, en réalité, regarder la diaspora comme une force, comme un avantage pour le Cameroun. D'accord. Ça serait cela, le commencement d'un vrai changement. Alors, professeur, cette diaspora que vous avez félicitée, vous avez dit en nombre 4 millions de Camerounais de l'étranger. On a vu tout récemment cette manifestation de Paris où vous revendiquiez plus de 10 000 personnes, mais sauf que en même temps, lorsqu'on regarde les chiffres... Nous étions pratiquement 100 000 ce jour-là. Voilà. Il y avait 7 kilomètres de manifestants, Chira. Voilà, alors... 7 kilomètres. Voilà, ça me conforte dans ma question. 100 000 personnes pour manifester, mais lorsqu'on regarde les chiffres des votants à la récente élection présidentielle, c'est plutôt très maigre, non? La raison est, une fois de plus, dans ce que je vous ai dit avant, le système BIA, qui se base donc sur la loi de 1968, si je ne m'abuse, mise en place sous le président Amadou Ahidjo pour exclure les opposants, notamment UP6, du jeu politique camerounais. Le système BIA fait que l'écrasante majorité des 4 millions de Camerounais de l'étranger ne peut pas voter. Il faudrait que vous le sachiez. Elle ne peut pas voter parce que une soi-disant loi de la République, qui d'ailleurs établit une sorte d'inégalité entre les hommes et les femmes, dit que l'homme camerounais qui acquiert une autre nationalité perd de fait sa nationalité camerounaise. Mais que la femme camerounaise qui acquiert une autre nationalité ne la perd pas. Vous voyez déjà, c'est une violation du principe d'égalité citoyenne, par ailleurs inscrit dans la Constitution de la République du Cameroun. On ne peut pas dire que les hommes et les femmes sont des citoyens à part entière et égales, et dire que un homme camerounais qui acquiert une nationalité étrangère perd sa nationalité camerounaise, alors qu'on dit qu'une femme camerounaise qui acquiert une nationalité étrangère ne la perd pas. Vous voyez cette aberration qui est la loi de 1968, si je ne m'abuse, sur la double nationalité. C'est une aberration que le président Biya a promis plusieurs fois, n'est-ce pas, de déconstruire, qu'il a promis de suspendre, il a promis de réformer, mais il n'a jamais finalement mis en œuvre ses promesses de réforme. Je m'adresse au passage à mon frère Maître Biya, qui continue de croire qu'il nous faudrait attendre le jour où le président Biya serait enfin content que 4 millions de Camerounais de la diaspora jouissent pleinement de leur citoyenneté originelle camerounaise pour que cela arrive. Mais nous n'avons pas à attendre, nous n'avons pas à mendier pour être des Camerounais. Mais je suis un Camerounais, né de père et de mère camerounais et au Cameroun. Et je n'ai jamais renoncé à la nationalité camerounaise. La loi française qui m'accorde le statut de binationalité ne m'a pas demandé comme condition de renoncer à ma nationalité camerounaise. C'est la loi camerounaise qui, dans sa contradiction, lorsqu'elle traite inégalement les hommes et les femmes, m'empêche d'exercer pleinement mes droits de citoyen natif du Cameroun. Mais regardez de grands pays diasporiques comme le Rwanda, de grands pays diasporiques d'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal, etc., ont parfaitement
beaucoup de pays africains, et d'ailleurs les plus modernes en termes de gouvernance politique et économique, ont compris tout l'avantage qu'il y a à laisser la diaspora jouir de cette binationalité dont bénéficie El Libya, M. Roger Mila, M. Samuel Eto'o, M. Moudiki. Je peux donner une liste de binationaux connus de tous les Camerounais sans que cela ne pose problème. Alors comment peut-on accepter que la binationalité devienne un privilège réservé à une certaine élite dans un pays qui se veut un pays moderne, un pays démocratique, un pays qui souhaiterait émerger de sa position de pays pauvre et très endetté. Donc je dis ceci. Les élections intéressent profondément la diaspora camerounaise. La diaspora camerounaise, en très bonne partie, d'y participer par non seulement ce système juridique complètement absconse, mais aussi, bien sûr, vous le savez, par le fait que le système électoral camerounais a jusqu'ici systématiquement accouché de crises post-électorales parce que c'est un système électoral non fiable. Du temps de l'administration territoriale, on savait déjà que c'est le gouvernement qui décrétait les résultats de toutes les élections au Cameroun. On est passé à l'ONEL. L'ONEL, c'était un office électoral contrôlé directement par le parti au pouvoir et par le président de la République. On est passé à ELECAM. ELECAM, dans sa composition, est strictement composé de membres stratégiques majoritairement issus soit de l'administration territoriale sous la botte du pouvoir actuel, soit du Rassemblement démocratique, soi-disant donc du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Comment voulez-vous, avec un système électoral aussi corrompu, un système électoral aussi déséquilibré, que nous qui vivons dans des démocraties de référence en France, aux États-Unis, en Allemagne, que nous daignions même, à la limite, prendre au sérieux un tel système électoral en tentant d'y participer au risque de légitimer une mascarade comme celle que vient de subir le peuple camerounais après le déni de victoire infligé au président élu du peuple camerounais, de mon point de vue, le professeur Maurice Kamto. Alors, professeur... C'est cela le problème. Ok, alors professeur, est-ce que vous avez été approché par le gouvernement camerounais pour entrer, pour travailler avec lui? Le gouvernement camerounais a toujours dépêché ici à l'étranger toute une horde d'agents, toute une horde de diplomates de l'ombre, toute une horde de médiateurs soi-disant ethniques, c'est-à-dire des gens qui bénéficieraient d'une certaine proximité régionale, culturelle, ethnique ou tribale envers les résistants camerounais de ma taille. Mais je me réjouis du fait que la réponse que j'ai systématiquement renvoyée aux médiateurs du gouvernement camerounais a été une réponse naturellement, calmement négative. Il est hors de question pour ma part que j'associe mon nom, que j'associe ma destinée de citoyen camerounais à un régime que je considère comme étant par nature antidémocratique, un régime que je considère comme étant par nature anti-camerounais. Donc vraiment, ce n'est pas une affaire très compliquée. On ne peut pas compter sur le professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun pour servir le régime du président Paul Biya. On peut peut-être compter sur d'autres. J'ai vu que M. Momo Jean de Dieu, qui était avec nous dans l'opposition jusqu'en 2017 et qui a écrit d'ailleurs des livres très élogieux sur la description du système dictatorial camerounais, aujourd'hui demande de brûler ses livres et littéralement a décidé de renier sa propre mémoire historique pour célébrer un régime qui très clairement a conduit le Cameroun au statut de pays pauvre très endetté, qui a conduit le Cameroun à la guerre civile au Cameroun anglophone, un régime qui emprisonne toute l'élite de l'opposition nationale, un régime qui est en guerre déclarée avec sa diaspora, je ne sais pourquoi. Je ne peux pas comprendre que une personne saine, dans un esprit relativement sain, puisse considérer que associer sa trajectoire de citoyen à ce régime soit une perspective heureuse. Non. Nous sommes l'objet de nombreuses initiatives de cooptation ici dans la diaspora, mais en ce qui nous concerne, nous-mêmes, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, eh bien cela est hors de question. J'appartiens au Cameroun qui émerge, j'appartiens au Cameroun qui se prépare à assumer
une autre manière de faire la politique, c'est-à-dire un véritable état de droit, un état de prospérité économique partagée, un état d'intégration africaine, mais aussi d'intégration, d'acceptation harmonieuse de sa formidable diaspora. Et voilà pourquoi, sans appartenir au mouvement de la Renaissance camerounaise, j'ai publiquement dit que je soutenais celui que je considère comme le président élu du peuple camerounais, son Excellence le professeur Maurice Kamto, et tous les Camerounais qui se reconnaissent en lui comme le chef de notre résistance, en vue de conduire une transition vers ce que j'appelle la République fédérale du XXIe siècle camerounais. Chers amis, rendez-vous compte que la solution au problème du Cameroun, c'est aussi la fondation d'une nouvelle République fédérale. Pour moi, ce serait une République fédérale à 7 ou à 9 États fédérés, parmi lesquels les États fédérés du Cameroun anglophone. Ceci permettrait de résoudre deux crises. D'une part, la crise anglophone, parce que je suis anti-sécessionniste, et je tiens à le préciser ici. Je n'ai jamais, ni de près ni de loin, associé mon nom à un projet de partition du Cameroun. Par contre, je suis fédéraliste, parce que je pense que le fédéralisme va permettre à la fois de répondre à la revendication anglophone, et aussi de mettre fin au centralisme jacobin de l'État RDPC-UNC que nous avons connu jusqu'ici, en redonnant aux citoyens, dans les localités, dans les régions, des pouvoirs qui ne leur sont pas reconnus par un système politique qui ne rend jamais compte aux citoyens. Alors, un fédéralisme à 7 ou 9 États, 7 ou 9, pourquoi? Parce qu'il faudrait un chiffre impair afin de constituer aisément des majorités sur des décisions de taille nationale. Eh bien, un tel fédéralisme permettrait à tous les Camerounais de bénéficier de deux choses. Premièrement, aux anglophones de récupérer les libertés qui leur ont été volées dans le processus un peu frauduleux, parti de l'accord verbal de Fumban jusqu'à la naissance de la République du Cameroun en 1984-85. De l'autre côté, permettre à chaque citoyenne, à chaque citoyen camerounais d'avoir un certain contrôle sur les gouvernements locaux de nos régions à travers le vote, effectivement, de gouvernements fédérés locaux, de gouverneurs fédérés, gouverneurs et vice-gouverneurs fédérés locaux, ce qui permettra que ce qu'on appelle aujourd'hui les délégués des communautés urbaines soient au contraire, en réalité, des gouverneurs élus par les Camerounais dans les régions, de telle façon que ceci est à rendre compte aux populations de chaque région dans laquelle ils gouvernent, à gérer 40% des ressources nationales, pendant que le gouvernement fédéral, dont la capitale devrait, à mon avis, ne plus se situer à long terme à Yaoundé, mais dans une ville que l'on pourrait appeler Cameroun-Ville, Cameroun Town, et qu'on construirait, par exemple, entre l'actuel Yaoundé et l'actuel Gaoundéré, dans cette zone intermédiaire entre la Haute-Sanaga et la Damawa, dans cette zone-là, eh bien, on bâtirait là une capitale, une Abuja camerounaise, une Yamoussoukro camerounaise, pour ainsi dire, pour célébrer cette nouvelle fédération originale du XXIe siècle, et on sortirait ainsi et de la crise anglophone, et de la crise de la transparence de la gouvernance politique par un fédéralisme innovant. Donc, vous voyez, nous avons des idées pour le Cameroun, nous avons une volonté pour le Cameroun, nous avons même, pour ainsi dire, un idéal positif pour le Cameroun, et nous ne demandons qu'à avoir un cadre civilisé, un cadre débrutalisé, un cadre dédiabolisé pour être utile à notre patrie natale. Vous avez pourtant soutenu, vous soutenez pourtant Maurice Kamto qui a travaillé pour ce gouvernement malgré tout ce que vous lui reprochez actuellement. Pourquoi? Je fais partie de ceux qui ont reproché au professeur Maurice Kamto d'avoir adhéré pendant 7 ans au régime de M. Biya. Car, étudiant des années 90 à Yaoundé, nous considérions, avec les Fabien Boussi-Boulaga, les Signoun Pokam, avec des figures comme Mongo Betty, avec des figures comme Roger Gabriel Lem, nous considérions le professeur Kamto comme l'un des phares intellectuels, effectivement, de notre génération de cadets. Mais, bien que j'ai critiqué, et que je continue de critiquer, l'adhésion du professeur Maurice Kamto à un moment donné au régime de M. Biya, je constate que pendant son séjour au sein du régime Biya, le professeur Kamto n'a pas contracté 2 maladies très graves de ce régime, que sont, d'une part, la corruption, et d'autre part, l'inefficacité. Le professeur Kamto n'a pas pillé les fonds publics. Je vous dis que s'il les avait pillés, il aurait été, sous ce motif bien souvent fallacieux, utilisé pour lutter contre les rivaux politiques au Cameroun, amplement jeté en prison pour ce motif.
Et je constate que lors de son séjour dans le gouvernement camerounais, le professeur Maurice Kamto a été utile au peuple camerounais en menant avec brio le célèbre dossier de l'affaire Bakassi face à la grande puissance africaine du Nigeria. Le professeur Kamto a montré que le Cameroun peut résoudre par le droit des problèmes que certains veulent absolument résoudre par la brutalité. Donc, bien que je ne cautionne pas et que je n'ai jamais regardé d'un œil positif mais l'entrée du professeur Maurice Kamto au gouvernement Biya, je dois reconnaître que son séjour dans ce gouvernement a été utile à notre pays et quand même qu'il a eu l'un des rares courages que l'on puisse observer au Cameroun, celui de démissionner. Il a démissionné. Combien de nos ministres camerounais aujourd'hui seraient capables de démissionner devant les violations très graves des libertés fondamentales de notre peuple qui sont perpétrées par le régime? Combien, à travers l'histoire, ont eu le courage de démissionner? Donc, le professeur Maurice Kamto ne peut pas renier son passé d'ancien collaborateur du régime Biya, mais il est encore mieux placé pour connaître ce régime et donc justement pour le combattre. Donc, on ne peut que lui faire finalement, lui savoir gré, non seulement d'avoir connu ce régime, mais d'avoir contribué honnêtement pour le peuple camerounais à résoudre des problèmes qui se posaient, et enfin d'avoir eu le courage de se démarquer. D'accord. Alors, professeur... Oui. Par contre, allez-y, par contre... Par contre, ce qui me chagrine et ce qui me scandalise aujourd'hui, c'est l'attitude de l'opposition camerounaise, en dehors du mouvement de la Renaissance camerounaise. J'ai l'impression que pour le SDF, pour les UBC, pour l'UNDP, il faut attendre que le régime Biya achève d'écraser notre président démocratiquement élu, le professeur Maurice Kamto, afin de pouvoir, pour leur part, négocier des strapontins avec le régime. Que se passe-t-il dans toute cette opposition camerounaise qui est supposée se dresser contre les violations des libertés actuelles? Professeur, on va marquer une courte pause, page de pub. Après revue de presse, on vous reprend juste derrière. Vous nous parlerez de ce peuple camerounais, de cette opposition-là, que vous considérez comme zombifiée. D'accord? Je vous remercie. Dans un instant. Je suis là. À tout de suite. Retour sur Radio Equinox, madame, messieurs, pour la revue de presse, comme chaque matin à 8h avec vous. Flavien Valo, Dongo, revue de presse ici à Douala. Et ensuite, nous irons à Yaoundé, où nous attend Marcelin Garçon pour la revue de presse dans la capitale politique du Cameroun. Bonjour, Flavien Valo, Dongo. Bonjour à tous. On ne va pas au pas de course ce matin? Non, on ne va pas de course, bien sûr. La revue de presse. Eh bien, la presse est disponible, c'est vrai, la moisson n'est pas abondante pour ce qui est de la presse parue à Douala. La Nouvelle Expression, Le Messager, en tout cas les seuls tabloïds que nous avons à notre disposition. Le journal La Nouvelle Expression parle de mutinerie de Koningui. Le MRC recherche 23 de ses militants. D'ailleurs, le journal fait savoir que le parti de Maurice Kamto, à en croire d'ailleurs des déclarations de sa vice-présidente, soupçonne donc même en ce moment qu'il y aurait donc des morts dans leur rang, que les pouvoirs publics cachent jusqu'ici. Et c'est un article que je vous invite à lire précisément parce qu'elle était face à la presse du côté de Yaoundé pour expliquer également toutes les difficultés que rencontre ce parti politique jusqu'ici, depuis d'ailleurs les mouvements de la prison, Tyriane Balbine Noah. On est bien inquiet pour ces personnes qu'on n'arrive pas à rencontrer depuis quelque temps, pratiquement une vingtaine de personnes aujourd'hui. Donc c'est à lire dans le journal. Lokamota également a été évoqué également, et aussi dans le même journal ce matin, pour dire qu'au cœur d'une vague d'indignation après la publication d'une photo le montrant à moitié dénudé et couvert donc de traces de boue, et aussi il annonce également les couleurs de ce qui pourrait arriver à ces derniers, qui est également très mal en point ce matin, et aussi depuis que les responsables de ces partis politiques sont donc informés de la situation de Mamadou Mota. À lire dans le journal La Nouvelle Expression, le journal s'intéresse également à autre chose, peint sur la ville de Bertoua. Depuis 3 semaines déjà, la capitale régionale de l'Est est donc privée d'électricité, plongeant la population dans la détresse. Et bonjour, les agressions mortelles, on voit bien à travers l'article ce matin, et qu'il y a déjà des victimes aussi à l'hôpital régional de Bertoua, à la suite notamment de ces agressions et autres faits qui sont enregistrés et également causés par le délestage qui se déroule du côté de Bertoua, et c'est à l'est du Cameroun, dans les difficultés rencontrées par ces populations. Le journal parle aussi de l'énergie électrique, donc avec ce rapport désolant. Dans sa dernière publication sur le sujet,
budget de la Banque mondiale qui sonne donc l'alerte pendant que d'autres structures internationales déplorent un impressionnant potentiel sous-exploité au Cameroun. Donc on peut découvrir tout cela en page 3 et avec également d'autres informations dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le Messager pour sa part parle aussi de l'affaire Mamadou Mota et compagnie. Tyriane Noah fait donc le procès du régime de Yaoundé. Donc la présidente par intérim du MRC tient le pouvoir responsable de ce qui arrive à ses camarades du parti. À lire l'article en page 4 ce matin. Le journal s'intéresse aussi à la prison centrale de Koningui encore avec une messe de Monseigneur Jean Mbarga interdite. L'archevêque de Yaoundé aux ordres de l'appareil dirigeante. C'est une question, mais on observe que Monseigneur Jean Mbarga n'a pas pu dire la messe qu'il souhaitait, en tout cas pour remonter le moral donc, de ces personnes incarcérées. Mais seulement, il est donc allé, il a profité en tout cas d'une paroisse dans les environs pour aller dire la messe. C'est un peu l'ambiance qui règne en ce moment. Merci infiniment donc à vous, Flavien Vallon-Ndongo, pour cette revue de presse ici à Yaoundé, ici à Douala, et ensuite nous irons à Yaoundé où nous attendra Marcelin Gansop. Mais en attendant quand même d'avoir Marcelin Gansop, on a en ligne juste avec vous, professeur Franklin Nyamsi, sur cette mutinerie à la prison centrale de Koningui, mais également à la prison principale de Boya. On a également noté, il y a une autre mutinerie au Brésil, mais sauf que là-bas, la réaction a été tout à fait différente que celle du Cameroun, parce que le ministre de la Justice là-bas a démissionné suite à cette mutinerie. Comment vous avez réagi, comment vous réagissez face à comment cette affaire est traitée au Cameroun? Je dois dire ici que j'ai éprouvé beaucoup d'émotions, beaucoup de douleur, beaucoup de compassion envers tous ceux de nos compatriotes qui sont emprisonnés dans les conditions inhumaines actuellement dans les prisons camerounaises. Il faudrait que tout le monde sache que la prison centrale de Koningui est faite pour un maximum de 840 places, à tout prendre 1000 places. Et qu'aujourd'hui, c'est une prison qui comporte plus de 6000 détenus. Donc, imaginez déjà les conditions inhumaines dans lesquelles vivent à la fois ceux qui sont véritablement coupables, parce qu'il y a là-bas des détenus de droit commun, et ceux qui ne sont pas coupables. Un pays humain, un pays qui se veut digne d'humanité ne peut pas emprisonner des êtres humains dans ces conditions sans être condamné et condamnable. J'ai vécu les événements de Koningui comme étant la démonstration que le sens de l'humanité a été perdu sous le régime de M. Paul Biya au Cameroun. Car une simple manifestation dans la cour centrale de la prison a été considéré comme un motif suffisant pour procéder à des brutalités exceptionnelles et extraordinaires contre un certain nombre de manifestants. Alors même que cette manifestation qui manifestement a eu lieu dès le milieu de la matinée aurait pu être l'occasion d'une intermédiation, l'occasion d'une discussion ayant pour but de répondre très clairement aux conditions humaines, aux conditions sanitaires, aux conditions judiciaires de la plupart de ces gens qui sont prisonniers là-bas. Quelles étaient les revendications des prisonniers? Il y avait des revendications liées aux conditions de vie. Mais ces prisonniers ne sont pas des animaux, et même les animaux ne sont pas traités comme cela en droit international. Dans des pays civilisés, on ne traite même pas les animaux de cette façon. La deuxième catégorie de revendications, c'était des revendications de type judiciaire. À savoir que lorsqu'on est en prison, cela doit être parce qu'on a été jugé et condamné par un juge. Or, beaucoup de ces prisonniers n'ont pas été jugés, n'ont pas été condamnés pour quoi que ce soit par un juge. Et ils sont en prison. Ils constatent que le gouvernement a élargi un certain nombre de ceux qui étaient leurs co-détenus, de personnes qui précisément étaient co-détenues sous les mêmes modalités arbitraires qu'eux-mêmes, et demandent exactement ce qu'ils font dans cette prison. Si les personnes qui ont été détenues pour les mêmes raisons ont été libérées, qu'en est-il de même? Enfin, il y a une troisième catégorie de détenus dans cette prison, c'est les prisonniers politiques. Ceux qui sont vraiment arrêtés pour délits supposés d'opinion, d'expression, de manifestation. Un délit qui n'est pas constitué par la loi camerounaise, vous le savez. D'accord. Ceux-là aussi ont manifesté. Alors donc, moi, ma réaction est la suivante. Si on continue de détenir des innocents dans nos prisons,
Si on continue de traiter de manière inhumaine ceux qui sont innocents, comme on le fait aujourd'hui, eh bien, le Cameroun ne pourra pas faire l'économie d'une succession de révoltes comme celle que nous avons vue à Kondengui ou celle que nous avons vue à Buea. Cela arrivera à Newbel, cela arrivera dans toutes les prisons surpeuplées du Cameroun parce que ce sont des êtres humains qui y sont. Même quand la personne serait coupable. Par exemple, il y a des gens qui sont en prison pour avoir fait du vol à main armée, il y a des gens qui sont en prison pour faire de terrorisme, il y a des gens qui sont en prison. Les prisons sont faites pour le redressement, pour la correction, pour la réinsertion correcte de l'individu dans la société. Mais si vous brutalisez, si vous déshumanisez un prisonnier, vous ne le rendez pas meilleur. Et vous le remontez contre la société, qu'il n'hésitera pas, dès qu'il en aura l'occasion, à agresser une fois de plus. Donc j'insiste pour dire, mettons au Cameroun les moyens pour que les prisons soient des espaces d'humanité, des espaces d'humanisation, et surtout, faisons immédiatement, aujourd'hui même, en ce mardi 30 juillet 2019, faisons sortir du Cameroun tous ceux qui sont innocemment en prison. Monsieur le Président Biya ordonnait la libération immédiate de tous les Camerounais innocemment emprisonnés. Et on aura déjà dans toutes les prisons du Cameroun un bol d'oxygène, un bol d'air extraordinaire. Et le pays tout entier respirera un air d'espoir. Mais pourquoi Monsieur le Président Biya ne peut-il pas vivre avec des Camerounais libres? Pourquoi le Président Biya ne peut-il pas vivre en tolérant que les Camerounais manifestent, que les Camerounais expriment leurs idées? Parce qu'au fond, la question c'est la suivante. Sont-ils des êtres humains comme nous? Oui ou non? D'accord. Méritent-ils d'être libres comme nous? Oui ou non? Merci pour ça. Merci pour ça. On va aller à Yaoundé faire la revue de presse avec Marcelin Garçon qui est en ligne, comme vous, avec nous ce matin. On l'écoute et on vous reprend juste après. Alors Marcelin Garçon, bonjour. Bonjour, mon cher Eric Fopoussi. Bonjour à votre invité. Très pertinent ce matin que j'ai écouté avec beaucoup de plaisir. Professeur Franklin Nyamsi. Professeur Franklin Nyamsi. Oui. Voilà. Bonsoir, bonjour professeur. Je suis très heureux d'entendre vos analyses relativement à la surpopulation carcérale et les mesures qui doivent être prises à cet effet. C'est très intéressant ce matin justement. Bonjour donc à vous, bonjour à nos auditeurs. Marcelin, on va y aller comme souvent au pas de course. D'accord. Au pas de course ce matin, on se souvient qu'il y a quelque temps, le Premier ministre Joseph John Goutté a fait le tour des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il avait à cette occasion annoncé que le président de la République était prêt pour un dialogue qui pourrait permettre une sortie de crise. Alors, le quotidien de Guardian Post ce matin s'interroge donc où est passé ce dialogue que le Premier ministre Joseph John Goutté avait annoncé en précisant que le président de la République était justement ouvert à ce dialogue-là. Une question qui ne trouve pas de réponse ce matin au regard de la situation qui prévaut sur le terrain. Pendant ce temps, le maire de Buea est honoré du côté de la région du Sud. L'information est également à la une principale du quotidien de Guardian Post. Là-bas, Patrick Ekema a été fait Nyamoto Kwatolo. C'est un titre en réalité qui salue les mesures et l'engagement de ce dernier pour ce qui est justement de l'attachement à la tradition, à la paix et à la stabilité au Cameroun. Une information à lire dans les colonnes du quotidien de Guardian Post, mais également du quotidien Mutation, oui, qui ce matin consacre son pied de une à cette actualité autour du maire Patrick Ekema, qui a été fait grand guerrier dans la région du Sud par les chefs traditionnels de ce côté-là. On parle beaucoup ce matin d'économie et de planification, et vous le verrez à la une principale de Cameroun Tribune, qui titre Émergence à l'horizon 2035, les propositions du secteur privé, des propositions collectées hier à Douala par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Mé. Il s'agit entre autres, précise Cameroun Tribune, du développement du potentiel de chaque région, du soutien à l'agriculture et à l'économie verte, et puis du développement du numérique. Tout cela est important pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, tel que vous le verrez à la une principale de Cameroun Tribune. Expression économique est également en kiosque ce mardi. Ce journal nous dit ce qui attend les Camerounais en 2020 relativement à la circulaire de Paul Biya pour la préparation du budget de l'exercice 2020. Vous verrez à la une de ce journal, entre autres, qu'on aura droit à un environnement fiscal favorable au développement des affaires. Il y aura aussi et surtout l'élargissement de l'assiette fiscale, la poursuite de l'opération de comptage physique du personnel de l'État
et l'assainissement de la gestion des finances publiques. D'autres détails donc dans les colonnes du journal Expression économique. Le quotidien de l'économie, pour sa part, consacre sa grande une à la filière cacao et titre ce matin que le Conseil interprofessionnel du cacao et du café déclare la perte de 400 000 tonnes de semences de cacao. Et donc, pour pallier la pénurie à venir, la Société de développement du cacao, Sodicao, vient de présenter donc à Yaoundé des perspectives pour assurer le développement de cette filière. C'est lors de la réunion préparatoire au lancement de la campagne cacaoyère 2019-2020. D'autres détails donc dans les colonnes de ce journal. On va parler également de sport ce matin avec la CAN 2021 et le quotidien Mutation qui titre ce matin Assurance sans garantie. Le journal revient sur les sorties aussi bien de la Fédération camerounaise de football que de la Fédération algérienne de football. Et fait savoir que ces réactions, en réalité, ne mettent pas le Cameroun à l'abri d'un nouveau retrait. Le débat court en ce moment sur la capacité ou non du Cameroun à effectivement accueillir la CAN 2021, tel que cela avait été décidé par la Confédération africaine de football. En tout cas, le débat est ouvert dans les colonnes du quotidien Mutation. Vous l'avez dit, au pas de course, oui, le footing est terminé. Je vous retourne l'antenne à Douala pour la suite. Mon cher Eric Fopoussi, du café très chaud ce matin, le café matinal d'Equinox Radio. Merci beaucoup Marcelin et à demain. À demain. Voilà. Retour ici avec notre invité principal ce matin, professeur Franklin Nyamsi, agrégé de philosophie, mais figure de proue de la diaspora camerounaise. Alors professeur, nous évoquions avant cette revue de presse la question des Camerounais. Pensez-vous que les Camerounais soient zombifiés? Je crois qu'il s'est passé au Cameroun quelque chose qui arrive toujours dans les sociétés sous longue dictature, à savoir qu'avec le temps, selon le proverbe qui dit que le poisson pourrit toujours par la tête, eh bien, dans la population se répandent des réflexes de ressemblance avec le régime politique auquel on a affaire. Ce que je constate aujourd'hui au Cameroun, c'est que on peut tout à fait critiquer la corruption, tout en la pratiquant soi-même un peu au quotidien. C'est-à-dire qu'on n'est pas gêné de ne pas payer correctement ses impôts, on n'est pas gêné de ne pas payer exactement les droits de douane comme il faut, on n'est pas gêné de payer des passe-droits pour positionner tel ou tel dans telle ou telle entreprise ou dans telle ou telle administration. Voilà par exemple ce que j'appelle une corruption qui est devenue une norme, c'est-à-dire qui quelque part, est devenu une forme d'accord tacite entre les gouvernants et les gouvernés. Il y a un deuxième point que j'ai observé dans l'âme camerounaise et qui est le résultat de ces longues années de régime dictatorial. C'est le pouvoir de la peur. La peur a atteint un tel pouvoir au Cameroun qu'elle réorganise les comportements, elle réorganise les réflexes, elle réorganise les paroles, elle réorganise les actes. C'est-à-dire que le peuple camerounais, pratiquement donc 25 millions de personnes, en est à avoir oublié que c'est lui qui détient le plus grand des pouvoirs. Que, en réalité, 100 civils camerounais, mobilisés de manière pacifique et non violente, dans une revendication légitime, réduiront toujours à la maîtrise de soi et à la retenue l'homme le plus armé qui soit au monde. Notre peuple a perdu la conscience du fait que c'est lui qui détient véritablement le pouvoir. Que, par millions, il détient le pouvoir de changer de régime politique sans passer par la guerre, sans passer par un coup d'État. Notre peuple détient au Cameroun le pouvoir suprême de s'emparer des institutions qui doivent le servir et non pas qu'il doit servir. Or cela, le peuple camerounais a perdu sa confiance en lui-même sous l'effet de la peur administrée par la violence instrumentale du pouvoir. Le fait que chacun, lorsqu'il faut manifester pour nos libertés, il faut manifester pour revendiquer des droits communs, s'interroge sur ce qu'il en sera de lui-même, vient du fait que les Camerounais sont, pour ainsi dire avec Césaire, devenus une foule qui ne sait plus faire foule. Un peuple qui, ayant pourtant une très grande histoire, a perdu une partie de sa capacité, de ses mécanismes d'insurrection morale, d'insurrection spirituelle et d'insurrection citoyenne, sous l'effet de la peur.
Or, je fais partie de ces éveilleurs de conscience qui invitent le peuple camerounais à remplacer la peur par l'amour, à remplacer la peur par le courage de l'amour, le courage d'aimer les générations futures qui doivent hériter d'un Cameroun meilleur que celui que nous avons reçu, le courage d'aimer le voisin que la soldatesque brutalise et qui mérite que nous l'assistions pour empêcher que ses droits ne soient violés, parce que en empêchant que les droits de mon voisin soient violés, je protège aussi les miens. Le courage de dénoncer ensemble ce qui n'est pas utile pour nous tous, c'est-à-dire les violations du bien commun dans la circulation publique, dans l'usage des biens publics, dans l'usage de l'école, de l'université publique, dans le respect des règles, dans nos frontières, dans nos institutions économiques, dans le respect des personnes au sein de nos administrations. Bref, il faut que ce peuple retrouve les mécanismes de dignité, les mécanismes d'excellence qui, par ailleurs, ont constitué dans son histoire quelques-uns de ses plus grands mythes. Il y a 3 grands mythes d'excellence au Cameroun. C'est les héros de l'indépendance, c'est l'ascension sociale par le savoir, par la connaissance, et puis il y a un 3e mythe très fort du Cameroun, c'est le mythe de l'esprit d'entreprise. Ce sont les 3 mythes-là qui devraient servir de ferment d'un réveil, d'un éveil du peuple camerounais à la prise totale des libertés qu'il a abandonnées à la minorité qui aujourd'hui le tient, pour ainsi dire, en otage. D'accord. D'accord. J'insiste pour dire que les Camerounais ont été négativement transformés par la trop longue durée du système dictatorial, mais que les Camerounais ont les moyens de s'éveiller et de prendre toutes leurs responsabilités pour faire leur histoire. D'accord. Alors, je rappelle que l'insurrection est une infraction au Cameroun et que on ne saurait appeler à une insurrection sur Radio Equinox sur quelque forme que ce soit. Mais, professeur... Vous avez tout à fait raison. Oui, voilà. Le professeur Franklin Nyamsi-Wa Cameroun qui parle, ce n'est pas Radio Equinox qui parle. J'en profite pour dire aux autorités camerounaises, je vous en prie, ne venez pas fermer Radio Equinox parce qu'un citoyen libre qui n'a pas sa langue dans la poche s'y est exprimé. Prenez l'habitude d'écouter. J'ai parlé d'une insurrection citoyenne. Je n'ai pas parlé d'une insurrection armée. Les citoyens ont le droit de s'insurger au sens moral, spirituel du terme, contre l'injustice, contre la barbarie. L'insurrection citoyenne ne signifie pas casser, elle ne signifie pas brûler. Il s'agit de résister, cher ami, de manière non violente. Qu'on ne dise pas que j'ai demandé sur Radio Equinox de casser et de brûler mon pays natal. Jamais je n'ai lancé un tel appel à casser et à brûler ou à tuer. Jamais de ma vie, cher monsieur. D'accord. Mais je dis que c'est les Camerounais qui détiennent le pouvoir. Alors qu'ils sont là en train d'attendre que quelqu'un fasse un coup d'État ou en train d'attendre que, je ne sais pas, la France ou bien les États-Unis ou bien la Russie viennent les libérer, mais qu'ils se libèrent, c'est-à-dire qu'ils exercent toutes les libertés inscrites dans la Constitution du 18 janvier 1996. Mais alors, toutes les libertés, sans une en moins. Or, toutes ces libertés sont confisquées par le président Biya. Le président Biya a pris toutes les libertés, il l'a mis dans une boîte, il a fermé la boîte avec un gros cadenas et il est assis dessus à étudier. D'accord. Donc, il faut que les Camerounais lui demandent la clé, la boîte et ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire les libertés que la Constitution, qui est la loi fondamentale du Cameroun, leur garantie. D'accord. Est-ce qu'on peut manifester tranquillement à Douala aujourd'hui? Alors, on ne peut pas. Oui, professeur. Alors, on va dire que actuellement il y a ce débat sur le tribalisme. D'ailleurs, il y a l'une des personnes dans la diaspora qui fait l'objet aujourd'hui de beaucoup de rejet de ses propos haineux, tribalistes, ethno-fascistes, on va dire ça comme ça. C'est un discours qui est de plus en plus une question qui est de plus en plus prégnante dans notre pays, puisque on a très bien vu qu'un professeur comme Joseph Oona a proposé qu'au Cameroun on puisse avoir une plaque tournante avec les ethnies. On a également ce câble Wikileaks qui avait été révélé d'Amadou Ali, qui avait signifié que il parlait évidemment de l'axe nord-sud et des Bamileke. Finalement, quelle est votre position sur ce débat-là qui voit le tribalisme entrer dans les mécanismes de dévolution du pouvoir? En effet, cette instrumentalisation du tribalisme est une marque déposée d'abord du régime colonial. Les colons se sont partagés l'Afrique et ont dominé l'Afrique à partir du principe du diviser pour mieux régner. Ils ont saucissonné les pays africains en groupes ethniques qu'ils ont soigneusement opposés les uns aux autres afin d'obtenir ainsi par l'équilibre de la rivalité
un pouvoir sur les uns et sur les autres. Ça fait partie de la géopolitique coloniale. La plupart des pays africains dont les indépendances ont été confiées à ceux qui ne voulaient pas les indépendances, c'est-à-dire confiées aux collaborateurs de l'ordre colonial, ont vu cette stratégie de la géopolitique coloniale être reprise par les héritiers du colonialisme. Au Cameroun, la dynastie qui va de M. Amadou Babatoura Ahidjo à M. Paul Biya est constituée d'héritiers du colonialisme français, sélectionnés d'ailleurs par le docteur Louis-Paul Oujoula, qui à l'époque était présenté comme l'un des grands Camerounais, en fait, c'est-à-dire les Français blancs du Cameroun. Ce sont eux qui ont choisi, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, et qui ont organisé l'élimination de toute l'élite authentiquement indépendantiste du Cameroun. Or, je tiens à vous faire remarquer que dans l'élite, dans la tradition de l'élite indépendantiste du Cameroun, à laquelle j'appartiens, la tradition de la résistance upéciste, l'origine ethnique de celui qui est notre leader national n'avait jamais été un sujet de querelle, ni de diatribe. Le premier secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, Léonard Bouli, est de la Sanaga maritime. Le second, Ruben Oumniobé, le grand Ruben Oumniobé, qui mérite un mausolée et qui mérite le statut de président posthume de la République du Cameroun. Il vient de la Sanaga maritime du pays Bassa. Oumniobé tombe le 13 septembre 1958. Celui qui le remplace, c'est le docteur Félix Roland Moumié, un fils du pays Bamoun. Moumié tombe en 1960, empoisonné par les services secrets français, avec la complicité de M. Amadou Ahidjo à Genève. Qui remplace Moumié? Mais celui qui remplace Moumié, c'est sur le combat de terrain, un Betty Boulou, Castor Osende Afana, l'un des premiers docteurs en sciences économiques de l'Afrique noire et en particulier du Cameroun. Osende Afana tombe en 1966. Qui c'est qui le remplace? Un homme du pays Bamileke, le professeur Ernest Ouandié. Ernest Ouandié, quand il est arrêté en 1971, va répondre, en 1970, va répondre, quand on lui demande qui il est, je suis Ernest Ouandié, président de la République du Cameroun sous Macky. Ernest Ouandié est un grand homme issu de l'ethnie Bamileke du Cameroun. Voyez-vous, dans la tradition indépendantiste, souverainiste, républicaine, progressiste à laquelle j'appartiens, l'origine du chef national de notre peuple peut varier. Elle peut être Bassa, elle peut être Bamoun, elle peut être Betty Boulou, elle peut être Bamileke. Et d'ailleurs, quand Ouandié tombe, qui c'est qui dirige qui est élu secrétaire général en 1982 pour continuer la lutte sous la forme du manifeste de la démocratie engagé dans les années 70, c'est un Goumba. C'est le commandant qui s'embarque. Dieu veut qu'il soit encore vivant. Ngwo Masaga, mathématicien camerounais, engagé très tôt dès les années 50 pour l'émancipation véritable de notre pays. Donc, il y a une tradition politique camerounaise que les Camerounais ont tendance à ne pas survaloriser. Pourtant, c'est elle qu'ils devraient survaloriser. Une tradition de dépassement de la question des appartenances tribales. Aujourd'hui, pourquoi le tribalisme est-il de retour? Parce que le régime du président Biya étant aux abois, a besoin d'actionner les mécanismes automatiques de solidarisation de ce qu'il peut considérer comme le socle central de ce qu'on a appelé à un moment donné le pays organisateur. En réalité, et j'insiste pour ma part là-dessus, ici dans la diaspora, je suis connu pour cette position. Je dis toujours que je sais qu'en effet, dans les forces armées spéciales que sont le bataillon d'intervention rapide, la sécurité militaire, la garde présidentielle et même les renseignements généraux, je sais moi-même que l'écrasante majorité, presque 100% des membres de ces corps de l'armée camerounaise sont issus du groupe Betty Boulou. Mais je refuse de parler pour ma part, par exemple, de milice Boulou. Pourquoi? Parce que beaucoup de Camerounais pourraient mal entendre cela et croire que tout Boulou, tout Betty est forcément un milicien, ce qui est faux. Donc je refuse de combattre le tribalisme d'État de M. Biya par un contre-tribalisme d'opposition qui, en réalité, nourrit le tribalisme d'État et lui donne un argument plus facile pour dire cette opposition-là est une opposition purement ethnique et par conséquent, nous ne lâcherons jamais le pouvoir parce que si nous lâchons le pouvoir, alors notre ethnie serait en danger. En réalité, les Betty Boulou ne sont pas au pouvoir. C'est une oligarchie multi-ethnique et anti-camerounaise qui est au pouvoir au Cameroun. En réalité, aucun
aucune ethnie au Cameroun ne peut prendre le pouvoir comme tel et l'exercer en vertu d'une majorité démocratique. Regardez bien la composition sociologique du Cameroun et vous verrez qu'il n'y a aucune ethnie qui puisse avoir la majorité démocratique au Cameroun comme telle. Ce qu'il faut, c'est une opposition politique entre le pouvoir et l'opposition autour de ce que j'ai appelé les catégories idéologiques de sardinard et de tontinard. Bon, le sardinard, c'est celui qui vit de détournement de fonds publics, c'est celui qui vit de nomination, c'est celui qui vit d'usurpation, de trucage d'élections. Le tontinard, c'est le travailleur, celui qui vit de sa propre épargne, c'est celui qui vit de l'anticipation de l'avenir. Il y a des sardinards de toutes les ethnies. Il y a des sardinards bamileke. Donc, Il y a des tontinards bamileke. Alors, moi, je suis contre le clivage ethnique. Je suis pour une confrontation d'idéologie politique. C'est-à-dire, d'un côté, l'idéologie dictatoriale et d'usurpation et d'exploitation indue des richesses nationales par des minorités, et de l'autre, l'idéologie démocratique, républicaine, celle de l'émergence et de la prospérité partagée. Je préfère cette opposition-là et je refuse de tomber dans le piège d'un contre-tribalisme d'opposition qui viendrait répondre effectivement au tribalisme d'État instrumental du pouvoir. Mais je suis contre ceux qui pensent que ce sont les bêtis qui sont au pouvoir. Les bêtis ne sont pas au pouvoir. Parce que les bêtis, ce n'est pas simplement les ministres ou encore les membres des corps spéciaux de l'armée camerounaise sélectionnés sur le critère ethnique par M. Biya pour sécuriser son pouvoir et non pas pour développer Ebolova, Sarmelima, Yaoundé, Evodoula ou bien Obala, qui sont toujours dans un état de délabrement développemental avancé. Si vraiment ce pouvoir était un pouvoir Béti Boulou, le pays Béti Boulou serait une Suisse. D'accord. Il serait une Suisse camerounaise. Or, ce pays Béti Boulou, il est dans l'état d'arriération où nous l'avons laissé quand nous sommes partis du Cameroun en 1993-94 pour notre exil ivoirien et français. Et je reviens au Cameroun régulièrement ces dernières années. J'ai eu l'occasion de voir que notre pays est sous-développé dans toutes ces régions et que les régions dites Béti Boulou n'ont pas bénéficié de quelque chose de si extraordinaire qu'on puisse penser que collectivement elles auraient exercé le pouvoir. Donc il faut que nous soyons prudents. Ok, professeur. Parce que c'est un carburant dangereux pour n'importe quelle société humaine. Surtout que, évidemment, face à vos allégations et affirmations, il y a une école qui dit que les forces dont vous parliez sont à majorité de l'extrême nord. C'était juste pour faire une précision. Mais moi, je dis une fois de plus que cette école-là ne se base pas sur des statistiques. Elle se base... Nous avons les statistiques de ces forces. Et nous constatons, et beaucoup de nos frères concitoyens emprisonnés, tabassés, brutalisés et pour certains assassinés par ces forces témoignent de la nature monocolore ethnique de ceux qui administrent aujourd'hui la barbarie au Cameroun. Oui. Mais j'insiste, mais sauf que les fichiers, pas toute une ethnie. Sauf que les fichiers officiels nous disent que ces forces-là sont à majorité de l'extrême nord. Les fichiers que nous avons à notre possession. Il ne faut jamais croire aux fichiers que vous avez. Il faut croire à la composition des bataillons qui interviennent sur le terrain. C'est ça qui est important. Il faut regarder qui a tiré sur Célestin Djamen. Il faut regarder qui a tiré sur les pauvres femmes dans le nord Cameroun. Il faut regarder qui brutalise nos frères et sœurs du Cameroun anglophone. Vous verrez que bien souvent, à la pointe de cette brutalité, il y a une sélection incontestable par d'individus issus du groupe ethnique du chef de l'État. Mais je dis une fois de plus qu'on ne veut pas dire que le groupe ethnique du chef de l'État est celui qui est au pouvoir. Ce n'est pas vrai. C'est le président Biya lui-même qui a choisi cette stratégie de sécurisation de ses arrières en prenant ce qu'il considère entre guillemets comme ses frères, comme étant sa garde rapprochée. Mais le pays Béti Boulou est dans le même délabrement que le reste du Cameroun. J'ai écouté tout à l'heure dans votre journal la situation des Camerounais à Bertois. Rendez-vous compte quand même que Bertois, c'est une capitale provinciale, c'est une capitale régionale, c'est une ville qui devrait être une ville de première importance. Comment comprendre que nous dépendions encore essentiellement, par exemple, de l'énergie hydroélectrique, alors que le Cameroun devrait faire depuis longtemps la révolution de l'énergie solaire. Il y a du soleil partout au Cameroun. L'électricité ne devrait pas manquer. J'enseigne dans une université malienne entièrement éclairée de panneaux solaires et qui ne souffre jamais d'interruption ou de coupure d'électricité parce que les gens ont compris mais que nous avons de l'énergie en Afrique à foison.
descendant du ciel ou à travers les vents. D'accord. Donc comment comprendre que nous soyons dans cet état? Oui. Ok. Merci beaucoup, professeur, d'avoir réagi ce matin sur Radio Equinox. Merci et bonjour au Cameroun. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM Radio Equinox.